Je voudrais aborder avec vous la question de la peur et de la dissociation. Vous avez vu tout à l'heure que Michael Yapko a parlé de l'intérêt de la dissociation. Des questions ont été posées pour essayer de clarifier ce concept dans la mesure où souvent il est utilisé dans un contexte traumatique, psychopathologique. Les gens sont dissociés, c'est-à-dire ils n'arrivent plus à être eux-mêmes. Ils sont comme s'ils étaient scotchés, prisonniers dans l'histoire traumatique et n'arrivaient pas à retrouver la réalité telle que ordinaire, telle que tout le monde peut la vivre, et en particulier la réalité sociale et relationnelle. Et puis, il employait aussi le terme de dissociation dans un contexte positif, à savoir pouvoir contextualiser au lieu d'avoir un style cognitif généraliste, ce qu'il appelle pouvoir se rendre compte que dans tel contexte, il y a telle difficulté, mais ne pas généraliser à partir de la difficulté de départ. Alors, il a donné comme information, c'est cette chose qui pour moi est évidemment utile, c'est de dire que c'est à la fois être ici et ailleurs. Donc, quelqu'un qui a une douleur, qui pourrait avoir une douleur pendant les soins, on va lui permettre pendant les soins d'être dans un endroit agréable plutôt que d'être dans cet endroit douloureux. Et il présentait le même phénomène par rapport à quelqu'un qui se tranchait la main ou qui se piquait la main, quelqu'un qui était dissocié, lui, on pourrait dire, qui était déjà dissocié au sens psychotraumatique du terme, et qui, finalement, étant dissocié, ne ressentait pas ce qui se passait dans sa main. Mais on voit que l'intentionnalité entre ces deux concepts de dissociation ne sont pas les mêmes. Dans une intention, ce serait de quitter le réel, qui est douloureux, tandis que l'autre intention, ce serait quelqu'un de prisonnier d'un monde traumatique et qui voudrait revenir dans le réel et ressentir la vie, alors que sa main, il ne la sent pas. C'est une tentative de solution pour se réassocier. Donc, dans un cas, ce serait une tentative de solution pour se désassocier, être ailleurs, tandis que l'autre, ce serait une tentative de solution alors que la personne est dissociée pour se réassocier. Donc, vous voyez que le concept de dissociation est un concept assez paradoxal et je propose, pour clarifier la situation, de reprendre un petit peu le départ du terme de dissociation, vous savez, qui a été inventé par Pierre Janet, et de différencier la notion de dissociation de la notion de désassociation. Retravailler pour arriver à voir comment on peut utiliser ce processus pour aider les gens à sortir de la peur. Alors, Pierre Janet est un auteur donc, qui est né au 19e siècle, hein, à la fin des années 50, en 1800, oui, des années 50, il a quelques années de moins que Freud. Et en 1889, il a écrit un livre majeur qui s'appelle L'automatisme psychologique, dans lequel il décrit à la fin de ce livre un cas classique qui s'appelle le cas Marie, que je vais vous raconter rapidement. Vous compreniez cet intérêt du processus dissociatif en thérapie. Donc, c'est une jeune femme, Marie, qui, lorsqu'elle arrive à l'âge de 19 ans à l'hôpital psychiatrique du Havre, où Pierre Janet est en place, c'est une femme qui fait ce qu'on appelle des grandes crises d'hystérie. Elle commence à avoir, quelques jours avant ses règles, le caractère qui change, elle devient extrêmement sombre. Et puis, au bout de quelques 20 heures à peu près, après le début des règles, elle a des frissons terribles avec des comportements qui se mettent à être une agitation très particulière. Ça va durer quelque temps et elle va être comme horrifiée par la suite, comme si elle était dans un monde où il y avait des flammes et qu'elle allait brûler. Et puis, au bout de quelque temps, ça se calme. Et puis, ça recommence quelque temps après, c'est-à-dire à nouveau au moment de l'arrivée des règles suivantes. Donc, il y avait à chaque fois cette crise, qu'on appelait à l'époque des crises d'hystérie. Et Pierre Janet, au lieu de dire cette femme est folle, dans un premier temps, essaie de rentrer en relation avec elle, de dialoguer avec elle, de comprendre ce qu'il en était de son histoire. Il s'est dit certainement qu'elle a dû vivre quelque chose de particulier dans lequel elle est toujours prisonnière. Et ce qu'elle rejoue dans la scène devant moi, c'est une scène qui a dû se passer dans sa propre histoire. Donc avec elle, il va faire dans un premier temps un travail en hypnose, de régression en âge à l'époque, pour retrouver
le contexte dans lequel a pu émerger ce trouble. Donc il va partir du ressenti affectif de cette femme pour régresser en âge, comme on dit, et retrouver le moment où finalement ces émotions ont pu émerger. Et en l'occurrence, il s'agit de terreur que ressentait cette femme. Donc c'est plus qu'une peur, c'est une terreur dans laquelle elle était complètement passive. Et ce qu'elle va raconter est la chose suivante. Elle dit simplement, lorsque j'avais 13 ans, que mes règles sont intervenues, c'est ce qu'elle raconte en hypnose, et qu'elle peut raconter en hypnose parce qu'elle est en sécurité en hypnose, mais qu'elle ne peut pas raconter en dehors de l'hypnose, elle cache l'information, si on rejoint la question de la honte tout à l'heure. Ce qu'elle peut raconter en hypnose, c'est lorsque ces règles sont apparues, elle n'avait pas du tout été préparée, elle a vu du sang, elle a ressenti un grand sentiment de honte, de culpabilité, enfin quelque chose qui était pour elle, qu'elle avait du mal à nommer, et elle s'est précipitée dans un bac d'eau froide et glacée pour arrêter ce saignement, et ce saignement s'est arrêté. Ensuite, pendant 5 ans, rien ne s'est passé avant l'arrivée des troubles 5 ans après. Entre-temps, d'autres événements se sont passés. En particulier, on l'a forcée à dormir à côté d'un jeune garçon qui avait la gourme, et elle-même commençait à avoir des troubles de la vision sur l'œil gauche qui était du côté où la gourme était présente chez ce garçon. Et elle va raconter aussi d'autres souvenirs, en particulier un souvenir dans lequel il y a une dame qui est tombée dans l'escalier et qui s'est tuée. Que va faire Pierre Janet ? Pierre Janet a ces informations traumatiques, on pourrait dire, liées à des vécus de honte aussi et d'incapacité à pouvoir en reparler par rapport aux autres. Et Pierre Janet va lui proposer simplement de l'accompagner et de lui faire revivre le passé comme si le passé s'était bien passé. C'est-à-dire la manière de se libérer de passé, c'est dire finalement, il faudrait que l'action soit terminée, ce qui a manqué à cette femme, ce qui lui a manqué, la ressource qui lui a manqué, c'est que sa mère lui dise que les règles étaient quelque chose de naturel, que ça allait arriver, que les règles allaient bien se passer pendant 3 jours et qu'ensuite elle allait pouvoir continuer sa vie de jeune fille. Et cette ressource-là n'a pas été présente pour elle. Et cette ressource, c'est celle que va lui donner Pierre Janet pendant la thérapie hypnotique. C'est-à-dire, il va amener cette personne à rentrer dans un état de transe profonde à l'époque, on appelait, et il va lui dire que finalement, sa mère va apparaître. Il va utiliser à ce moment-là des hallucinations positives, au lieu de que pendant le symptôme, elle utilisait des hallucinations négatives, ne pas ressentir ses règles. Et sa mère lui informe qu'effectivement, elle va avoir ses règles, que tout va bien se passer et que par la suite, son développement psychoaffectif va être tout à fait normal. L'histoire de la personne qui est tombée dans l'escalier et qui est morte, de la même manière, elle va dire non, cette personne-là, finalement, a trébuché, mais ça n'a pas été si grave que ça. Ce que va vivre cette jeune femme à ce moment-là, c'est un arrêt de ses crises d'hystérie. Donc, simplement le fait de la reconnecter à des ressources, même si ces ressources sont des ressources qui passent par la parole de Pierre Janet, puisque la mère ne l'avait pas dit, mais que la relation que cette femme avec Pierre Janet est une relation sécure, cette parole qui est en relation avec cette relation sécure avec Pierre Janet lui a permis de sortir de son impasse, c'est-à-dire de permettre que les actions et la physiologie de son corps puissent rejoindre les buts qui naturellement sont prévus par la physiologie et par l'affectivité d'un jeune. Alors, ça, c'est le premier point de chez Pierre Janet, c'est l'importance donc de l'action. Et lorsque l'action s'est arrêtée, c'est le cas des règles, de pouvoir permettre à la personne de continuer cette action jusqu'à l'arrivée. Et que pour cette action soit terminée, ce qui est fondamental, c'est que l'action rejoigne une relation. Et cette relation a été rejointe dans la parole de Pierre Janet qui lui a dit « tout ça est parfait ». Et il a fait parler la mère qui lui disait que tout était bien et elle était heureuse que tout se passe bien pour sa fille. Donc, une des caractéristiques que nous a amené Pierre Janet, c'est que dans ces processus de peur, de terreur, le fait
de permettre au sujet de vivre l'action jusqu'au bout est un des moyens qui va lui permettre de sortir de cette impasse. Lorsque l'action rejoint la relation, nous dit Pierre Janet, l'action est terminée et quand l'action est terminée, la personne peut se réassocier. Et c'est lorsqu'elle peut se réassocier qu'elle a cette capacité d'aller se connecter simplement à ce moment-là à ses ressources. Lorsque l'action ne rejoint pas la relation, la personne ne peut pas se connecter à ses ressources, elle reste dissociée au sens pathologique du terme, et à ce moment-là, au lieu d'avoir la capacité de retrouver ses ressources, elle ne les trouve pas, et lorsqu'elle ressent de la peur dans son corps, elle est dans l'incapacité d'accueillir ses ressentis sensoriels parce qu'elle ne peut pas se connecter à des expériences de sécurité relationnelle qui lui permettraient d'accueillir ses ressentis sensoriels. Okay. Donc cette notion de action-relation est quelque chose de central dans la question de la peur. Si la relation n'est pas en place, c'est-à-dire si la relation n'est pas en place, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'expérience de tiers sécure, si vous n'avez aucune expérience dans votre vie, vous avez l'impression que l'autre perçoit vos intentions positives lorsque vous avez un comportement différent des attentes de l'autre, tant que cette expérience n'est pas en place, votre action ne rejoint jamais la relation. Et quand la relation n'est pas en place, vous êtes dans un monde dans lequel vous êtes dans l'incapacité d'être dans l'action par rapport à la peur. La peur va d'abord vous amener soit à fuir, vous comprenez, hein, et non pas à, comme on parlait tout à l'heure de courage, à agir, c'est-à-dire avoir une action qui peut se mettre en place. Pour quelle raison? Pour une raison très simple, c'est que nous ne pouvons agir et nous n'agissons librement que si nous sommes en relation avec quelqu'un. Si la relation n'est pas en place, parce que vous êtes dans un univers post-traumatique, l'action n'est pas là, la relation à l'autre n'est pas en place. Si cette relation à l'autre n'est pas en place, mon action ne rejoindra jamais le partage affectif qui est la fin de l'action et mon action restera toujours dissociée. Donc quand j'agis, ce sera une action dissociée, c'est-à-dire j'aurai l'impression que c'est une action automatique et qui ne sera pas adaptée au contexte. Et secondairement, je ne pourrai jamais prendre l'initiative de faire une action et j'aurai des réactions automatiques, mais je ne pourrai pas prendre l'initiative de faire une action car une prise d'initiative implique toujours la présence d'un autre. Sans autre, il n'y a pas de prise d'initiative. Et cette dimension de la relation, évidemment, vous le savez tous, est au centre de la systémique. Si la systémique est aussi importante, c'est parce que sans la relation, une action ne peut pas commencer de manière libre. Il n'y a pas de liberté sans relation sécure. Si je ne peux pas imaginer que quelqu'un perçoit mes intentions positives lorsque je fais quelque chose, je ne peux pas agir. Je vais rester bloqué. Et deuxièmement, ça c'est pour le début de l'action, et deuxièmement, lorsque l'action va se mettre en route, de manière automatique, elle ne va jamais rejoindre la relation, et donc cette action va rester aussi dans un processus où la personne ne sera jamais en relation avec elle-même, malgré les actions qu'elle a faites et les buts qu'elle a essayé d'atteindre. Si je reprends ce schéma-là, on voit bien la différence entre quelqu'un qui est en rapport avec lui-même parce qu'il est dans une relation, c'est la base de la systémique, et à ce moment-là, les actions sont possibles, je peux agir et agrandir mes capacités de vie, mes initiatives. Si, au contraire, la relation n'est pas en place, je vais chercher par l'action à atteindre la relation. C'est ça une tentative de solution. Les tentatives de solution sont des actions qui ont pour but d'atteindre la relation, mais la relation n'étant pas en place, plus j'agis, plus je me dissocie. Donc, une des caractéristiques de cette réflexion est de nous dire, pour que le sujet puisse agir et sortir du monde des tentatives de solution,
évitement et compagnie qui aggravent la peur, il est nécessaire que la relation soit en place. Okay. L'idée, c'est de comprendre que ce qui est premier, c'est la relation, ce n'est pas l'action. Il faut inverser le système. Dans le monde moderne, on pense l'action avant la relation. On va agir pour atteindre l'autre, mais nos actions, si la relation n'est pas en place, ne rejoignent jamais l'autre. Car la relation est quelque chose de nature affective, c'est un partage affectif, et ce partage affectif n'est en place qu'à partir du moment où l'autre a perçu mes intentions positives au départ dans la relation, même lorsque j'ai fait quelque chose qui était différent des attentes. Toute action volontaire est une action qui ne rejoindra jamais la relation et m'enfermera dans les tentatives de solution s'il n'y a pas de tiers sécure. D'où l'importance, c'est pour moi le thème central, de travailler sur les relations sécures lorsqu'on travaille sur la peur. Car la peur nous indique qu'il y a un manque de sécurité relationnelle. La peur prend la forme de quelque chose qui se passe dans le monde, mais ce qui fait peur fondamentalement, c'est que cette information que j'ai, je suis dans l'incapacité de réagir de manière adaptée par rapport à cette peur. Puisque réagir de manière adaptée, c'est de prendre des initiatives pour agir de manière adaptée. Or, cette prise d'initiative n'est possible que si la relation est en place. Donc, pour arriver à faire face à une peur, il est nécessaire d'avoir une expérience de tiers sécure. Et je pense que ce qui est au centre de la thérapie, ce qui va favoriser le travail en thérapie, c'est la mise en place de ces tiers sécures, alors que souvent, ces tiers sécures n'existent pas. Les gens n'en ont pas. Tous les troubles de l'attachement n'ont pas de tiers sécure. Les gens qui ont des traumas multiples n'ont pas de tiers sécure. Ou les tiers sécures sont tellement fins, et tellement fines traces de tiers sécure que ça n'a pas d'effet sur la vie des personnes. OK ? Si je vais un peu plus loin, comment je peux agir? Je me dire, il n'y a pas de tiers sécure. Donc, comment peut-on créer un nouveau tiers sécure? Alors, la caractéristique pour moi de l'approche narrative, parmi les approches de thérapie brève, c'est de mettre en place, de recréer un tiers sécure qui sera une personne qui partage vos valeurs préférées. Donc, l'intérêt du narratif, en complément des approches stratégiques, est de développer la capacité chez le sujet de se reconnecter à une nouvelle expérience dans laquelle la sécurité peut être présente. Et cette sécurité va être présente grâce à un travail sur les valeurs du sujet. Et les valeurs du sujet sont mises en évidence, non pas par un travail sur l'action, parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'action ne rejoint jamais la relation. Ce qui rejoint la relation, c'est l'intentionnalité. C'est l'intention qui nous permet de viser l'action dans la relation. L'intentionnalité prend la forme en termes de langage d'une valeur. Donc, je vais dire, mon intention, c'est d'être respecté, mon intention, c'est de faire plaisir à l'autre. Vous voyez, vous avez des intentions qui ont une dimension relationnelle. Mon intention, c'est d'être libre. Donc, qui prend la forme d'une valeur, cette intention, mais qui ne deviendra une valeur, cette intentionnalité deviendra une valeur que dans la mesure où c'est une intention partagée avec quelqu'un. Donc, une grande partie du travail, je trouve, thérapeutique, c'est l'élaboration de cette notion de valeur qui va permettre au sujet d'avoir accès à une relation sécure dans laquelle il y a une possibilité que les actions rejoignent les relations, c'est-à-dire que la personne se réassocie. Et il n'y a que lorsque cette personne est réassociée qu'elle a une capacité à se désassocier, c'est-à-dire aller se reconnecter avec des expériences ressources. Si elle n'est pas réassociée, elle ne peut pas mettre en place le processus de désassociation pour aller chercher les ressources quand la peur est présente. C'est à ce moment-là qu'elle est enfermée dans les tentatives de solution.
OK? Si je reprends la question de la honte tout à l'heure, je vais, à travers ce que je viens de vous dire, avec le processus de la dissociation et la compréhension du processus tel que je viens de le décrire, la dissociation est avant tout, au sens pathologique du terme, au niveau psychologique, l'impossibilité de mettre en place la relation, comme on vient de le voir. C'est fait que l'action ne rejoint jamais la relation. Si la relation n'est pas en place, ça veut dire qu'il y a une contradiction entre la relation à l'autre et la relation avec moi. Quand il y a cette contradiction entre la relation à l'autre et avec moi, je suis dissocié. Et cette dissociation va prendre deux formes dans le monde. Soit, pour rester en relation avec l'autre, je suis obligé de ne pas exprimer mon autonomie et de sacrifier mon autonomie. Ne pas être moi-même pour être en relation avec l'autre. Soit, au contraire, je vais essayer d'être moi-même, mais à ce moment-là, je vais m'éloigner et refuser la relation avec l'autre. Ces deux possibilités décrivent deux mondes, le monde de la maltraitance et le monde de l'abandon. Le monde de la maltraitance, c'est pour être en relation avec l'autre, vous êtes obligé de vous sacrifier, de ne pas être vous-même, de vous maltraiter. Le monde de l'abandon, c'est j'essaie d'être moi-même, mais quand je suis moi-même, il n'y a plus personne, je suis seul au monde. Et pour reprendre le thème de la culpabilité et le thème de la honte, on pourrait dire que le monde de la maltraitance, c'est le lieu de la culpabilité au niveau dissociatif, tandis que le monde de l'abandon, qui est le monde où on est seul au monde, c'est le monde caractéristique de la honte, où on est seul au monde. Alors, je vais finir avec un petit exemple pour vous montrer la notion de désassociation par rapport à la honte, qui est un cas qui s'appelle le cas Julie, qui a été décrit par White en narratif. C'est une jeune femme qui a été abusée sexuellement par son père, par son oncle, qui a eu un vécu extrêmement fort en termes de maltraitance et de rejet par la suite. Et lorsqu'elle rencontre White, elle raconte son histoire et rien ne va, tout est négatif. Et elle dit encore c'est pire, il y a quelques semaines, quelques mois plutôt, j'ai assisté à un accident où un enfant a été renversé et cet enfant, j'étais incapable, j'étais inhibé, j'étais incapable d'aller l'aider. Vous comprenez bien que l'inhibition de l'action est liée au fait qu'il n'y a aucune relation qui est en place. Pour pouvoir agir, il faut qu'il y ait une relation, car nous n'habitons notre corps que quand nous habitons des relations. Et White perçoit que lorsqu'elle décrit cette incapacité qu'elle a eue d'aider cet enfant, il ressent comme un sentiment de honte qui s'exprime chez cette personne, Julie. Et White va commencer à mener une enquête en lui demandant la permission, évidemment, de l'interroger sur cette perception qu'il a eue de honte chez elle. Et il va lui poser cette question très simple, qu'est-ce qui fait que la honte est j'ai l'impression qu'il y a de la honte lorsque vous décrivez cette situation où vous n'avez pas aidé cet enfant. Et à ce moment-là, cette jeune femme dit, mais c'est une évidence que je ressens de la honte. Et vous devrez le savoir. Et il lui dit, pour moi, j'imagine que je pourrais ressentir de la honte, mais chez vous, je ne sais pas pourquoi. Et elle dit, mais évidemment, c'est parce que la vie d'un enfant est sacrée. Et à ce moment-là, il va lui demander, mais qu'est-ce qui fait que la vie d'un enfant est sacrée? Et à partir de là, elle va commencer à développer toutes les ressources qui sont derrière la honte. C'est-à-dire, c'est parce que la vie d'un enfant est sacrée qu'elle a eu ce type d'expérience et que quand elle était jeune, elle aidait son petit frère et sa petite sœur pour échapper aux griffes du père et de l'oncle, vous comprenez, qu'elle avait cette dimension à travers la valeur d'aide qu'elle avait apporté à son frère et sœur, à son frère et à sa sœur, qu'elle avait apporté, elle les amenait quand le père buvait, elle les amenait dans un petit bois à côté, leur amenait à manger, etc. C'est toutes ces histoires-là qui fait que lorsqu'elle était incapable d'aider, la honte venait. Donc l'idée, c'est de voir aussi, grâce à ce processus de désassociation, que l'on peut mettre en place en cherchant les valeurs qui sont derrière la honte, les valeurs blessées qui sont derrière la honte, que l'on reprend le pouvoir sur cette peur qu'a eue cette femme
qui l'a amené à être dans l'incapacité de pouvoir aider l'autre, parce que quand elle a vu cet accident, elle a été terrorisée, elle a revécu les vécus traumatiques. Donc, en reprenant ce qui a été dit tout à l'heure par Yapko, nous voyons que, en différenciant bien la dissociation de la désassociation, c'est-à-dire on est dissocié lorsque la relation n'est pas en place. Il y a une contradiction entre la relation à l'autre et la relation à soi. Tant que la dissociation est en place, entre moi et moi-même, il restera toujours de la peur. Entre moi et moi-même, il restera toujours de la honte. Entre moi et moi-même, il restera toujours quelque chose qui s'impose à moi et qui fait que j'ai l'impression d'être un monstre. Tandis que lorsqu'on peut mettre la relation en place, en travaillant non pas simplement au niveau des actions, mais au niveau de l'intentionnalité, ce qui en hypnose se met en place par les processus d'accordage corporel, on peut faire un travail sur le sens, c'est-à-dire sur l'intentionnalité, et rejoindre les relations à travers la forme que prennent les relations dans les valeurs. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là que le processus de désassociation peut se mettre en place pour permettre à la personne de se libérer du blocage dissociatif, c'est-à-dire en allant rejoindre les ressources dont elle a besoin pour pouvoir se réassocier. Et ces ressources, dans le cadre de la peur, c'est des actions qui sont en relation avec la mise en place de relations sécures.